Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Bonjour. Journée importante aujourd'hui car le Premier ministre Michel Barnier va prononcer son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. On va y revenir. Mais d'abord un sujet qui vous concerne particulièrement et sur lequel vous n'avez pas pris la parole jusqu'ici. Dans son livre « Les ogres », Victor Castanet affirme que vous, ancienne ministre des Familles, vous êtes entendu secrètement avec Elsa Hervy, porte-parole du lobby des crèches privées. Une sorte de pacte de non-agression. Vous auriez aussi empêché la tenue d'une commission d'enquête parlementaire sur les dysfonctionnements des crèches privées. Est-ce qu'il dit vrai ? Non. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, une plainte a été déposée par mon avocate en diffamation hier, parce que je n'accepterai pas que mon nom puisse être sali, et encore moins sur des accusations qui sont des accusations diffamatoires. Moi, ce qui met le plus en colère, c'est que finalement, l'ère du soupçon et de la rumeur l'emporte sur les faits, l'emporte sur les actes, l'emporte sur la vérité, parce que j'ai été ministre des Familles et des Solidarités, que j'ai changé la loi pour permettre que les grands groupes privés soient mieux contrôlés. J'ai porté moi-même à l'Assemblée nationale un amendement qui a été adopté à l'unanimité, qui permet pour la première fois aux grandes inspections de l'État, des affaires sociales, des finances, d'aller au siège des grands groupes privés pour tout exiger d'eux sur leurs comptes, notamment sur leur RH, parce qu'on voit évidemment beaucoup de choses se dessiner à ce travers-là. J'ai été la première ministre des Familles à inviter l'ensemble des préfets en leur demandant la plus grande des fermetés s'il y avait le moindre risque sur des enjeux de sécurité pour nos enfants, en disant qu'il ne faudra jamais avoir la main qui tremble, il faudra aller jusqu'à la fermeture temporaire ou définitive d'établissement s'il y a un risque. Ça, c'est les faits. Le reste, c'est de la rumeur et c'est de la diffamation. C'est pas ce que dit Victor Castanet. Maintenant, c'est la justice. Il est journaliste et il persiste et signe. Il affirme détenir des preuves, des enregistrements, des mails pour corroborer ses propos. Vous lui demandez de rendre public ces enregistrements, ces mails. Mais encore une fois, maintenant la justice est saisie. J'ai porté plainte en diffamation. Donc je suis extrêmement claire avec moi-même sur ces questions-là. Cet échange tel qu'il est relaté dans le livre, il n'a pas eu lieu. Mais déjà, dans ce livre, il y a des extraits, il y a des bouts, il y a des brides. Il y a d'ailleurs des échanges qui sont tronqués, des phrases qui n'y figurent pas, des mots qui ont été changés. Donc vous voyez déjà, quand vous ne divulguez pas les échanges, mais que vous divulguez des échanges qui parfois ont été caviardés, modifiés, tronqués, c'est un problème. On m'accuse d'avoir donné une interview en disant que j'aurais repris mot pour mot, soi-disant une note qu'on m'aurait envoyée. Oui. C'est assez simple, il suffit de prendre la note qui m'a été envoyée, pas d'ailleurs à moi, mais à mon cabinet, et le script de l'interview, pour voir que c'est tout, sauf du mot à mot. Je crois que je suis assez grande pour savoir ce que j'ai à dire. Et le plus dur, c'est ça, c'est de voir comme ça mon nom être sali sur des enjeux qui, pour moi, sont essentiels. Je le dis, et je suis comme des milliers et des milliers de parents. Moi, je dépose ma petite fille à la crèche tous les matins. Je suis la première à vouloir que nos enfants y soient bien, ils soient en sécurité. Je suis la première à avoir permis des revalorisations pour les professionnels de la petite enfance, parce que le véritable sujet, c'est la question de la pénurie de professionnels, de manque d'attractivité de ces métiers, de manque de reconnaissance de ces métiers. C'est la raison pour laquelle l'État a mis en place un plan sans précédent, alors qu'il n'est pas employeur lui-même des professionnels, pour permettre cette attractivité. Le problème, Aurore Berger, vous le savez, le temps de la justice n'est pas malheureusement le temps médiatique et même parlementaire. Vous avez été auditionné par une commission d'enquête parlementaire l'année dernière, et là-bas, vous y avez affirmé, je cite, ne pas avoir d'amitié, d'acquaintance, de relations personnelles avec aucune personne d'aucun lobby. Certains se demandent alors aujourd'hui s'il y a eu parjure devant cette commission d'enquête. Et donc Louis Boyard, député LFI, rapporteur du PLFSS branche famille, a demandé à vous auditionner sur le sujet. Il vous a écrit le 18 septembre dernier, mais sa demande est restée lettre morte. Mais qu'est-ce que vous lui répondez ce matin ? Quand vous êtes en commission d'enquête, c'est un acte qui est extrêmement engageant parce que vous prêtez serment. Oui. Vous prêtez serment et si vous mentez, vous vous exposez à du pénal. Vous vous exposez à de la prison. Donc évidemment, en aucun cas, je n'ai menti dans une commission d'enquête. En aucun cas, je ne me suis parjurée dans une commission d'enquête. Donc je dément catégoriquement ces allégations qui ne sont basées d'ailleurs que sur les dires d'adversaires politiques. Comment est-ce que vous qualifiez les relations avec cette et sur le fondement d'un livre, encore une fois, que j'attaque en diffamation. Porte-parole du lobby des crèches privées. Quelle est la nature de vos relations ? Professionnelle, encore une fois, ou alors il faut expliquer que c'est une relation amicale avec quelqu'un que j'ai jamais vu en tête-à-tête, avec laquelle j'ai même jamais pris un café de ma vie.
voilà, professionnelle. Parce que quand vous êtes ministre, votre travail, c'est quoi? Votre travail, c'est de discuter avec l'ensemble de celles et ceux qui ont un avis, qui ont une position. Ça ne veut pas dire que vous épousez leur position. Ça veut dire qu'à un moment, vous vous forgez des convictions. Et vous voyez, mon nom de famille, il est important pour moi. C'est ce que j'ai hérité de mon père. C'est un homme qui était honnête et intègre. C'est aujourd'hui ma mère qui m'appelle en larmes en me disant « il y a des gens qui veulent t'envoyer en prison ». Donc à un moment, il faut arrêter. Tout ça, ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur nos vies, ça a des conséquences sur nos familles. Je n'ai pas menti. Je ne me suis pas perjurée. J'attends qu'on me juge sur les actes qui ont été les miens. Ces actes qui sont clairs. J'ai changé la loi, j'ai renforcé les contrôles, j'ai renforcé les moyens. Et surtout, encore une fois, maintenant la justice est saisie. En effet, le temps judiciaire est différent. Vous allez répondre du coup à la demande d'audition de Louis Boyard. J'espère que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, à l'issue de cette procédure judiciaire, qui, je le pense, démontrera la diffamation, j'espère que vous me réinviterez. Parce qu'en général, vous le savez très bien, dans ces cas-là, il y a beaucoup plus de battage médiatique au moment où il y a une rumeur, il y a beaucoup moins de battage médiatique au moment où une décision de justice est rendue. Juste rapidement sur Louis Boyard, il attend une réponse de votre part. Mais il n'est pas juge, Louis Boyard. Il est très loin d'en avoir la qualification et les compétences. Donc encore une fois, s'il a des questions à me poser, qui me les adresse par écrit, il n'est pas président d'une commission d'enquête, je n'ai aucune justification à devoir en permanence m'exprimer. Je me suis exprimée par mes actes, je suis allée devant une commission d'enquête qui a eu lieu, et donc je crois que tous mes propos sont publics. Donc on a entendu en tout cas votre version ce matin sur France Info, et il faut parler de l'autre actualité politique de ce mardi, cet après-midi. Le Premier ministre expose pour la première fois sa politique, son projet, déclaration de politique générale, avec une trentaine de députés macronistes. Vous avez signé une tribune avec d'autres parlementaires pour appeler à la stabilité fiscale. L'augmentation des impôts, de tous les impôts, c'est une ligne rouge pour vous? Mais déjà, c'est une ligne rouge qui a été posée non pas juste par nous, mais par les LR eux-mêmes. Les LR qui nous menaçaient quand on était au gouvernement, seuls, d'une motion de censure s'il y avait une quelconque hausse d'impôts. Laurent Wauquiez l'a dit, Olivier Marleix l'a dit, Bruno Retailleau l'a dit. Donc il y a un sujet qui est un sujet de cohérence politique et un peu de mémoire aussi de ce qu'eux-mêmes ont porté. Moi, ce que je dis de manière très claire, c'est que toute hausse d'impôts qui se ferait sur le dos des ménages, le dos des Français, le dos des familles, est évidemment pour moi, pour les députés de mon groupe, une ligne rouge. Toute hausse d'impôts qui serait une hausse d'impôts sur les sociétés et donc un enjeu sur l'attractivité, un enjeu sur l'emploi est une ligne rouge. La hausse des impôts... Donc cet après-midi, si le Premier ministre prononce les mots contribution exceptionnelle ou hausse d'impôts pour certaines entreprises qui font des profits, vous censurez? Alors déjà, il n'y a pas que la censure dans la vie et heureusement, on n'est pas la France insoumise. Ce que je dis, il y a plusieurs choses. Contribution exceptionnelle d'une part, hausse des impôts. Et il y a hausse des impôts sur les entreprises, hausse des impôts sur les Français, sur les ménages. La hausse d'impôts sur les Français, sur les ménages, clairement pour moi, est une ligne rouge évidente. Il a dit qu'il ne toucherait pas aux classes moyennes. En revanche, sur tous les ménages, même les plus aisés. Mais je ne sais pas ce que c'est les plus aisés, quand ça commence, quand ça finit. En général, quand on promet des hausses d'impôts temporaires, elles durent. La hausse d'impôts, c'est toujours une solution de facilité, mais ce n'est pas une fatalité d'augmenter les impôts. On a réussi, nous, avant la crise sanitaire, à repasser sous les 3% de déficit et on avait baissé les impôts. Donc c'est possible. Ça demande du courage politique, je pense que Michel Barnier en a. Et les députés Ensemble pour la République ont aussi ce courage de refuser des hausses d'impôts qui se feraient sur le dos des Français, des ménages et de l'impôt sur les sociétés. Et surtout de réduire la dépense. La contribution exceptionnelle, vous dites OK. Mais la contribution exceptionnelle, on l'a fait par exemple sur les énergéticiens. Parce qu'on considérait qu'il y avait des profits exceptionnels qui justifiaient une contribution exceptionnelle. Mais là, on est sur des ordres de grandeur très différents. Si on en croit, par exemple, nos confrères du Parisien ce matin, ils parlent de 15 à 18 milliards d'euros de hausse d'impôts. Ça, c'est ligne rouge pour vous? Mais encore une fois, c'est pas tant même le montant, le volume, si vous voulez, important, parce de que savoir sur qui vous le prélevez. Sur l'activité économique. Oui, mais c'est aussi de savoir sur qui vous le prélevez. Encore une fois, je le redis, augmenter les impôts des Français, des ménages, de ceux qui travaillent, n'est pas pour moi la réponse, et je ne suis pas la seule à le penser. Il y a encore 2 semaines ou 3 semaines, l'ensemble des députés LR disaient exactement la même chose. Donc, qui viennent demain vous dire l'inverse. Entendre ceux qui ont largement contribué à mettre le pays dans une situation budgétaire calamiteuse, donner des leçons de morale fiscale et se positionner en vigie des contribuables ne manque pas de sel. Vous savez qui dit ça? C'est David Lisnard, le président de l'AMF, les maires de France. Qu'est-ce que vous lui répondez? 2 choses.
Avant la crise sanitaire, on a réussi à ramener le déficit sous les 3% et on a baissé les impôts. Donc ça veut dire que c'est possible. Ensuite, on a une crise sanitaire. Et j'assume la hausse de la dépense publique dans un moment de crise très particulier où on a eu pour mission de protéger les Français, de protéger l'emploi, protéger l'attractivité. Mais aujourd'hui, on doit assumer de sortir de cette addiction à la dépense publique. Et c'est extrêmement difficile. Il y a un slogan, sortir de l'addiction, et après il faut regarder dans le détail, parce que derrière chaque coupe, il y a des gens qui vont être mécontents. Oui, derrière chaque niche, il y a un chien, comme le disait Jacques Chirac, ce qui est en effet très vrai quand vous faites de la politique et quand vous voulez baisser la dépense. Mais encore une fois, vous avez plus de 1000 agences aujourd'hui qui existent. Est-ce que ces agences ont augmenté l'efficacité de l'État? Est-ce que ça a permis aux Français de mieux savoir ce qu'étaient leurs services publics? Mais là, vous parlez en général, mais précisément. Parce que derrière, il y a des allocations sociales, il y a des personnes qui vont bénéficier de réductions d'impôts, ce genre de choses. Mais il y a 474 niches fiscales. Oui. Vous pensez que c'est un système qui est lisible? Il suffit de reprendre les rapports de la Cour des comptes et de suivre les rapports de la Cour des comptes, puisque tout le monde loue matin, midi et soir depuis des années le travail de la Cour des comptes. La Cour des comptes dit quoi sur la question des niches fiscales? Elle dit qu'il y a des niches fiscales, on ne sait même pas évaluer le nombre de bénéficiaires. On sait combien ça coûte, mais on ne sait pas combien de Français en bénéficient. Mais là, vous allez grappiller 100 millions, 200 millions par-ci par-là. On parle de 30 milliards d'euros à trouver rien que l'année prochaine. Mais je ne crois pas que ça fasse que quelques millions d'euros, encore une fois, de baisse de la dépense publique, de regarder les dépenses fiscales qui sont celles de l'État, ou de baisser, encore une fois, la dépense publique qui est la nôtre. On a augmenté la dépense publique. Est-ce que pour autant, on a amélioré la qualité du service public rendu aux Français ? Pas toujours. C'est même plutôt l'inverse, parce qu'on avait par exemple ce matin... Cette hausse de la dépense publique n'a pas toujours permis, encore une fois, d'améliorer l'efficacité du service. Vous entendez les inquiétudes quand même, Aurore Bergé. Nombre de personnalités prennent la parole dans différents domaines. On l'a vu pour l'hôpital, on l'a entendu ce matin pour la justice avec Rémi Heitz, le premier procureur de la République. Ces inquiétudes-là, ils nous disent, si vous enlevez de l'argent au service public, on est mort, on n'arrivera plus à fonctionner et le service sera encore moins bon. Mais on a fait sur la justice une loi de programmation qui est absolument déterminante. C'est l'un des plus petits budgets quand on parle en volume et c'est l'un des plus nécessaires, évidemment, sur la question de l'application des décisions de justice, l'efficacité, la célérité de la justice. Je ne crois pas qu'il soit question de remettre en cause des lois de programmation qui ont permis justement, notamment sur la justice, de sortir d'années et d'années de disettes budgétaires qui ont, à mon avis, aggravé. Je pense qu'on a... On a essayé de réparer et de restaurer l'efficacité de la justice en lui conférant plus de moyens. Et d'ailleurs, c'est une loi qui a été largement adoptée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Par contre, on ne peut pas continuer à se dire qu'année après année, on est un bon député, on est un bon gouvernement parce qu'on augmente la dépense publique. C'est sûr que c'est plus facile pour moi de me représenter devant les Français en disant « Regardez, j'ai gagné ». Parce que j'ai augmenté la dépense. À la fin, la dépense, c'est soit de la dette supplémentaire, soit la conséquence qu'on risque d'avoir aujourd'hui, de l'impôt supplémentaire. C'est de l'impôt différé, encore une fois, la dépense publique. Et donc, moi, je ne souhaite pas qu'on alourdisse les impôts. Et surtout, je pense qu'augmenter les impôts, le risque, c'est d'augmenter la dépense. Si demain, on augmente vos salaires par 2, vous allez augmenter vos dépenses. Vous n'allez pas tout épargner. Le risque, il est aussi là. Augmenter la dépense risque de faire encore plus, augmenter les impôts, de faire encore plus augmenter la dépense. Et c'est ça, à mon avis, dont il faut sortir. Aurore Bergé, vous êtes avec nous jusqu'à 9h sur France Info. On vous retrouve juste après le fil info, 8h46. Maureen Suignard. S'il y a bien quelque chose qui devrait être intangible et sacré, c'est justement l'état de droit. Sur France Info, le procureur général près la Cour de cassation s'oppose aux propos du ministre de l'Intérieur. Et alors que le Premier ministre prononcera son discours de politique générale cet après-midi, Rémi Heitz lui demande de conserver le budget prévu pour la justice. Une première depuis 18 ans, l'armée israélienne en territoire libanais. Des raids terrestres limités contre le Hezbollah, affirme l'État hébreu. Israël qui fait état de tirs de projectiles en provenance du Liban ce matin après ces incursions. L'ambassadeur d'Israël en France indique par ailleurs ce matin ne pas savoir si les 2 Français encore otages à Gaza sont encore en vie. Au moins 130 morts et 600 personnes toujours portées disparues. Le bilan toujours provisoire du passage de l'ouragan Hélène aux États-Unis. À un peu plus d'1 mois de l'élection présidentielle dans le pays, la gestion de la catastrophe prend un tournant politique. Donald Trump, candidat républicain, s'en prend à l'administration Biden. C'est une route qui draine plus d'1 million de déplacements par jour. Une petite partie du périphérique parisien passe ce matin aux 50 km/h. La mesure sera généralisée à l'ensemble du périphérique dans 10 jours. Les effets sur la pollution et le bruit sont contestés. Un bilan est tout de même prévu dans 1 an. France Info.
Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Toujours avec l'ancienne ministre Aurore Berger et députée des Yvelines aujourd'hui. Dans le débat public, le meurtrier présumé de Philippines, qui est un violeur récidiviste, est d'abord présenté comme marocain sous OQTF. Pascal Canfin, député européen Renew, votre famille politique, regrette par exemple que dans le cas de Gisèle Pelicot, victime de viol elle aussi par une cinquantaine d'hommes, il dit « Personne n'est dit que ce sont des blancs avec des papiers ». Les faits n'ont pas été présentés comme cela. Est-ce que vous-même, vous vous interrogez sur la présentation des faits ? Oui, mais parce que je crois qu'on appréhende mal la question du viol en général dans notre pays. Et donc, l'abominable crime qui s'est passé sur Philippines, en vérité, c'est au-delà de la question de l'OQTF. Évidemment qu'il faut examiner s'il y a eu des failles administratives liées à la question de la mise en œuvre de son OQTF. C'est d'abord un violeur récidiviste. Donc ça pose la question du suivi judiciaire, du suivi administratif, pénitentiaire des violeurs. Les violeurs en prison, c'est les personnes les plus calmes, les plus faciles. C'est ce que vous dit l'administration pénitentiaire. Les plus faciles. Ce sont des gens qui se comportent bien, qui respectent les règles, qui arrivent à l'heure, qui présentent leurs papiers, qui réussissent à obtenir des remises de peine. Pourquoi ils obtiennent des remises de peine ? Peut-être parce que justement, on ne prend pas suffisamment en compte ce qu'est le viol. Le viol est un crime abominable. Le viol, c'est le crime par excellence. Le viol, c'est le crime qu'on n'avoue jamais, d'ailleurs. Regardez ce qui se passe avec Gisèle Pelicot. Il continue, malgré les faits, malgré les vidéos, malgré les enregistrements, à nier ce qui apparaît à tous comme une évidence. Donc la question, au-delà encore une fois de l'enjeu migratoire des OQTF qu'il faut évidemment réussir à exécuter, c'est d'abord comment on appréhende le viol dans notre pays. Et c'est sûr que c'est plus facile de le mettre à distance. C'est sûr que c'est plus facile quand on est une femme, quand on est un père, quand on est un mari, de se dire si cette chose absolument terrible doit nous arriver, ça nous arrivera avec un étranger, inconnu, dans un parking sombre. C'est pas ça le viol. Le viol, ce sont des gens que nous connaissons. Voilà. Le viol, ce sont ces gens absolument et affreusement banals qui sont mis en cause dans l'affaire Pelicot. Ce sont des journalistes, des artisans, des commerçants, des policiers. C'est toute la France. C'est ça la difficulté qui est là. Ça veut dire que du coup, sur le cas du meurtrier de Philippines, qui était donc un récidiviste, et sa première victime a écrit une lettre justement pour dire le QTF, c'est pas la priorité, c'est la question du viol derrière qui compte. Il y a eu instrumentalisation de la part de la droite et de l'extrême droite. Mais dès que vous entendez au QTF, évidemment, tout de suite, vous voyez bien ce que ça crée dans le pays. Parce que c'est vrai que ça paraît invraisemblable et insupportable de se dire que quelqu'un qui n'aurait plus dû être en France a pu commettre un crime. Mais ça n'empêche pas de se poser des questions. Bien sûr qu'il faut se poser des questions s'il y a eu des défaillances administratives notamment. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Mais il ne faut pas que ça écrase le vrai sujet qui est d'abord, encore une fois, la question du viol. Est-ce que vous êtes favorable à une commission d'enquête sur la récidive, comme le demande d'ailleurs la première victime du meurtrier présumé de Philippines ? Je comprends qu'au Sénat, Laurence Rossignol a dit notamment qu'elle était prête à ce que cette commission d'enquête puisse être créée. Et donc, évidemment, je suis favorable, faut pas qu'on le fasse et à l'Assemblée et au Sénat. Si elle existe au Sénat, ce sera, je crois, une très bonne chose. Sinon, pourquoi pas, évidemment, le faire à l'Assemblée nationale. Mais écoutons aussi beaucoup plus l'administration pénitentiaire. L'administration pénitentiaire, ce sont eux qui sont au contact, justement, des criminels et des violeurs et qui disent attention à ces profils, de ceux qui n'éprouvent jamais d'empathie pour les victimes, de ceux qui ne reconnaissent jamais le crime qu'ils ont pourtant commis, de ceux qui d'ailleurs vraisemblablement ne changent pas. Le vrai sujet, il est aussi là, c'est qu'une personne qui a violé, on le voit, le risque, il est immense de la récidive, encore une fois, de ce viol, ne serait-ce que parce qu'encore une fois, c'est un crime que vous ne reconnaissez jamais. Vous n'éprouvez même pas d'empathie pour la victime. Et donc, la démonstration est celle de la récidive. La solution du Rassemblement national, c'est l'instauration des peines planchées. Est-ce que c'est la bonne solution pour vous ? Déjà, il y a la question des remises de peine. On a supprimé les remises automatiques de peine. C'est-à-dire, en fonction de la durée avec laquelle vous deviez être incarcéré, il y avait des remises automatiques, ce qui était quand même invraisemblable. On l'a supprimé. Mais là, il a été condamné normalement à 7 ans de réclusion. Et il est sorti avant. Il est sorti avant. Donc c'est ça qui est aussi insupportable. C'est exécutons les peines jusqu'au bout, écoutons l'administration pénitentiaire, renforçons, appliquons cette fameuse loi de programmation de la justice dont on parlait pour avoir les moyens ensuite de vérifier le contrôle qui doit être fait et le suivi qui doit être fait de ceux qui ont commis un crime. Et surtout, assumons, et c'est terrifiant, d'ouvrir les yeux sur ce qu'est le viol et sur ceux qui commettent le viol, qui n'ont pas encore une fois un profil type, ce serait sans doute plus confortable quelque part de le penser,
ça n'est pas le cas et ça se niche même quand on parle des violences sexuelles dans nos propres familles, quand on parle des violences sexuelles qui sont infligées à nos enfants. Un autre sujet qui s'invite aussi dans le débat actuellement, c'est la question du consentement. Didier Migaud, le nouveau garde des Sceaux, l'a dit la semaine dernière, il est favorable lui aussi à l'inscription de la notion de consentement dans la définition du viol dans la loi. Vous aussi ? Oui, moi je l'ai porté en tant que ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Le président de la République est favorable. Et je crois il a mis du temps avant d'y arriver. Mais il est favorable. Et je crois que la société attend tout simplement qu'on arrive à mieux caractériser, à mieux définir ce qu'est le viol, parce qu'on voit bien qu'il y a des situations qui nous échappent. Il y a aussi des choses qui sont assez insupportables dans ce qu'on entend aussi, qui est infligé aux victimes dans des procès. Et c'est vraisemblablement aussi ce que Mme Pellico elle-même a subi de la part de certains avocats. Donc honnêtement, la déontologie m'interpelle particulièrement quand on voit certaines réactions d'avocats sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire aller investiguer par exemple le passé sexuel d'une victime. Mais c'est pas ça qui est en cause dans un viol. Peu importe que la femme victime d'un viol ait eu de multiples partenaires, on s'en fiche complètement. La question, c'est l'accusé, c'est l'auteur, c'est l'agresseur. Avec un sujet quand même qui était soulevé tout à l'heure par Rémi Hetz, le procureur général près la Cour de cassation, qui disait qu'il était favorable lui aussi à l'évolution de la loi, mais qu'il fallait faire attention à la présomption d'innocence. Et je pense que la présomption d'innocence, elle n'est absolument pas enfreinte par le fait qu'on mettrait la question du consentement, encore une fois. Quand deux personnes normales ont un rapport sexuel, pour se dire les choses, on sait quand les personnes sont consentantes quand même. Donc quand il y a quelque chose qui déraille, quand on n'est pas capable d'apprécier le consentement, quand on se fiche tout simplement de savoir si la personne est consentante parce qu'on veut exercer son pouvoir, parce que c'est ça, le viol c'est la domination, c'est le pouvoir masculin qui s'exprime, parce que dans la quasi-totalité des cas c'est un homme sur une femme, qui s'exprime. Et c'est le fait d'anéantir la personne. Il faut vraiment prendre conscience de ce que c'est, et ça suppose, oui, qu'on puisse changer le code pénal pour mieux protéger les femmes, mieux protéger les victimes. Est-ce que vous faites partie de celles qui considèrent que le procès Pellico est celui de la masculinité des hommes en général dans la société française ? Pas de la masculinité, mais je pense que c'est un procès qui doit nous permettre, encore une fois, de regarder en face le visage de ceux qui sont les auteurs de viols et qui sont les agresseurs. Il y en a vraisemblablement plus de 80. 50 aujourd'hui qui comparaissent, ça veut dire qu'il y en a encore qui n'ont pas réussi à être appréhendés. Seuls 14 d'entre eux ont reconnu les faits pour une contrepartie, que les vidéos ne soient pas présentées aux audiences. Oui. Les autres continuent encore une fois à nier les faits et essayent de se trouver des excuses pour avoir violé une femme droguée, inerte, qui n'était pas en capacité d'exprimer le moindre consentement. Aurore Bergé, l'état de droit n'est pas intangible ni sacré. C'est ce que dit le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Est-ce que ça vous inquiète ? En tout cas, l'état de droit, il doit être évidemment intangible. Quand on est des démocrates, évidemment qu'on défend l'état de droit et on défend ensuite les principes et les valeurs qui sont attachés à l'état de droit. Donc il est inenvisageable que quiconque au sein du gouvernement et quiconque, évidemment, dans le bloc central, dans la majorité, puisse remettre en question ce qu'est l'état de droit. Sauf que Michel Barnier n'a pas recadré son ministre de l'Intérieur. Est-ce que c'est une faute ? Je pense qu'il va s'exprimer aujourd'hui à l'Assemblée nationale, Michel Barnier. Moi, j'ai aucun doute sur les valeurs qui sont les siennes. Et je pense qu'il aura l'occasion, justement aujourd'hui, de rappeler aux Français le cadre dans lequel il veut inscrire sa politique. Et donc ce cadre-là, c'est bien le cadre de l'état de droit que nous voulons préserver, protéger, renforcer, garantir. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas interroger nos politiques publiques, leur efficacité ? C'est exactement ce qu'on vient de faire quand on a parlé de la question du viol. Mais ça se fait dans le cadre de l'état de droit. C'est pour ça que vous m'avez interrogé, par exemple, sur la présomption d'innocence. Parce que ça fait partie de ce pacte sur l'état de droit, évidemment. Et s'il ne le fait pas, on parlait de ligne rouge tout à l'heure à propos de la fiscalité. L'état de droit, c'est une ligne rouge aussi pour vous ? Si elle n'est pas rouge, elle est même écarlate. Vous voyez, encore une fois, c'est des principes et des valeurs qui nous commandent. On est le fruit aussi d'une dissolution dans cette nouvelle majorité qu'on doit pouvoir construire. Le fruit aussi, parfois, d'un front républicain qui s'est exercé justement pour affirmer des valeurs et des principes. C'est-à-dire qu'on n'a pas des différences énormes entre les différents groupes politiques, entre les différents partis politiques, mais on a normalement quelque chose qui est un peu supérieur, qui est la question de l'état de droit. Ceux qui sont au gouvernement pour moitié n'ont pas participé à ce front républicain. Je parle des républicains. Beaucoup d'entre eux en sont issus malgré tout. Beaucoup d'entre eux ont réussi à être élus. Mais du coup, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites faut faire attention, ça peut être une ligne rouge, une ligne écarlate. Vous entendez déjà le ton sur lequel parle Bruno Retailleau,
l'état de droit pas intangible, l'immigration qui n'est pas une chance, le retour de la double peine. C'est le discours du Front National et désormais du Rassemblement National. Aucune de ces propositions du ministre de l'Intérieur ne font donc figure de ligne rouge aujourd'hui. Il les a prononcées. Je sais qu'il les a prononcées, mais il n'aura pas une majorité pour le soutenir. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, on a une nouvelle majorité qu'on veut construire, qui serait une majorité relative, Bloc central, LR, Lyot, peut-être aussi des sociodémocrates, en tout cas je continue à l'espérer. Et donc vous voyez bien qu'il n'y aura pas une majorité qui demain soutiendrait à l'Assemblée nationale une quelconque remise en cause de ses principes et de ses valeurs. Donc c'est ça aussi qu'il faut réaffirmer, c'est le pouvoir très important et nouveau sans doute de l'Assemblée nationale vis-à-vis de ce gouvernement, non pas juste avec l'arme matin, midi et soir de la censure, mais avec l'arme du vote et de notre capacité, encore une fois, à poser justement ces fameuses lignes rouges, auquel cas sinon, les projets qui seraient présentés tout simplement ne pourraient pas prospérer. Aurore Berger, vous étiez l'invitée de France Info ce matin. Merci d'avoir été avec nous.